Bonjour à tous, soyez les bienvenus. Ici à Barcelone, nous sommes en direct du Mobile World Congress 2014. Troisième jour, ça passe vite et ça va vite. On va à nouveau passer une heure ensemble pour balayer l'actu de ce grand salon mondial de la mobilité avec des invités qui vont se succéder tout au long de cette heure. Nous sommes toujours sur le stand Nokia. Nokia, où vous nous accueillez, Xavier Desor, bonjour. Bonjour Benjamin, bienvenue dans la studio Nokia. C'est un grand plaisir de vous accueillir. Ça fait partie de la tradition de Nokia d'accueillir l'ensemble des participants au Mobile World Congress. Donc on a aussi quelques-uns de nos compétiteurs, mais on est ravis de les accueillir aujourd'hui. Et je vous remercie d'autant plus effectivement que vous avez accepté de discuter aussi et de recevoir certains de vos concurrents. Voilà, la grande famille de la mobilité se retrouve chez Nokia, c'est sympa. Hier je disais à Thierry Amargé à quel point il faisait bon venir chez vous parce que c'est vrai qu'on peut se détendre et boire un coup, faire une petite pause entre deux interviews. J'avais pas encore vu la mare aux canards avec les canards verts. Non, les canards sont là et ce matin on avait toutes les hôtesses de NEC qui étaient en train de prendre leur petit déjeuner absolument charmante. Donc voilà, c'est bienvenue chez Nokia. Voilà, merci beaucoup Xavier. Je sais que vous avez plein de rendez-vous, donc vous partez quand vous voulez. Driss Abdi de Watch qui est pas loin prendra votre place. Je vous présente les deux autres premiers invités de cette émission. D'abord je vais commencer par la seule jeune femme de ce plateau, Bénédicte Ernoult. Bonjour, prenez le micro de Xavier. Bénédicte. Bonjour. Bonjour, vous êtes donc la directrice du marketing d'Arcos. En un mot, parce qu'on va y revenir, le Mobile World Congress pour Arcos. Il y a beaucoup d'annonces, pas mal de téléphones. Donc on annonce de la 4G, on annonce des grands écrans. Tenez le micro près de vous. Oui, des grands écrans en quad-core. Voilà, on va y revenir, oui. Vous nous donnez quelques minutes parce qu'on a aussi avec nous David Mignot. Bonjour David, directeur général de Sony Mobile France. Ça a été à nouveau une grosse semaine pour Sony. Oui, beaucoup d'annonces, on en parlera, mais nouveau smartphone, nouvelle tablette et puis nouveau bracelet connecté, une grande tendance. Sur lequel on va bien évidemment être présent. Voilà, et vous êtes beaucoup sur le coup, puisque Samsung a aussi dégainé la nouvelle version de ses Gear 2 et Gear Fit. On en parlait hier avec Driss et avec Samy Toupet qu'on embrasse. Driss d'ailleurs, tu nous as rejoint. Alors bonjour Driss. Bonjour Benjamin, bonjour tout le monde. Toi aussi tu fais une courte pause entre tous tes rendez-vous. On court. On court, grosse journée. On va commencer par parler de Sony, Driss. Ouais. Est-ce que tu peux nous rappeler un peu quel est le contexte pour Sony? L'idée de vous associer avec Nokia, finalement, vous êtes deux marques qui ont été très, très importantes, qui ont connu un petit moment de flottement et qui reviennent avec avec des smartphones et des tablettes qui sont vraiment sur le sommet du panier. Exactement, Sony qui est aujourd'hui 3e en France, si je ne m'abuse, David. Prenez le micro, donc, David. Il y a eu, je crois que c'est depuis 2 ans qu'il y a eu une grosse reprise. Il y a eu des produits qui sont innovants. Bon, il y a eu le rapprochement avec Sony. Sony, on va dire le groupe Sony en général. Et Sony Mobile, c'est le constructeur la fin de qui Sony revient sur Ericsson, fin de Sony Ericsson, donc le rachat de toutes les parts par Sony. Et en fait, jouer sur l'écosystème Sony, à la fois le jeu vidéo, la photo, l'image, le son. Et donc, il y a des téléphones plutôt sexy et bien spéqués, comme on dit. Alors, l'année dernière, Sony ici avait lancé le Z1, je ne me trompe pas. Le Z, Xperia Z. Le Z1, c'était à l'IFA. Ah, le Z. À l'IFA, à Berlin, il y a 6 mois. Ah oui, donc vous êtes sur un rythme de 6 mois. Et tout à fait. Ça va tellement vite, je pensais que c'était il y a 1 an. Il y a 1 an, c'était le Z qui commençait la saga des Z. Il y a eu le Z1 qui était annoncé à l'IFA de Berlin. Et on annonce le Z2. On a annoncé le Z2 cette semaine. Alors, présentez-nous ce Z2. Vous l'avez apporté avec vous, David? Oui, alors je l'ai apporté avec moi. Alors le Z2, il pousse encore un peu plus les performances de nos smartphones. Dans le domaine notamment de ce dont parlait Driss, notre savoir-faire, c'est la musique, la photo, le jeu, la vidéo. Il se trouve que c'est les usages que les consommateurs font de plus en plus avec leur smartphone. Tout ça dans un design extraordinaire. Donc on continue ce design du Z avec cette très belle finition en verre minéral à l'avant et à l'arrière, avec les
contours en aluminium, donc très premium dans la main. Il pèse combien? Il pèse 118 grammes. Ah oui, donc, donc des matériaux pas très forcément légers, mais au final, il est léger. Il est léger, et puis au-delà de ça, il a des capacités multimédia qui sont extraordinaires. On garde un capteur photo de 20 mégapixels, avec tout le savoir-faire de Sony dans la photo. 20 mégapixels, juste je demande à Driss, qui est un peu ma référence, 20 mégapixels, c'est à part le fameux Nokia à 41 mégas, il n'y a pas mieux, hein? Non, l'autre gros concurrent là, qui a été annoncé lundi soir est à 16 mégapixels. Voilà, le S5. Alors, sachant qu'il y a, si je puis me permettre, il y a le capteur, mais il y a également la lentille, bien sûr. Il y a l'optique, et puis il y a le processeur. On a un processeur dédié qui vient de nos appareils photo numériques. Donc on a vraiment toute la chaîne de la qualité photo qui est respectée là-dessus. Et pour la vidéo alors? Alors justement, pour la vidéo, c'est l'une des grosses innovations. C'est qu'on parle beaucoup de télé 4K, la Ultra HD, et bien souvent quand on a un nouveau format, en tout cas une nouvelle qualité d'image, il faut du contenu. Le contenu, il ne va pas arriver tout de suite sur les chaînes de télé, pour des questions aussi de tuyaux. Il va arriver avec du contenu personnel qu'on va créer. Donc ce smartphone, le Z2, va enregistrer de la vidéo en 4K, en Ultra HD, et on va connecter directement son smartphone sur son téléviseur en HDMI. On va profiter de cette qualité vidéo. Pour ceux qui sont ici ou ceux qui l'ont vu, on fait des démonstrations sur le stand. C'est absolument bluffant, cette qualité vidéo avec un smartphone. Donc c'est génial, on va tous avoir vraiment besoin d'une télé 4K du coup, hein, très vite. Du coup ça va rendre des choses obligatoires. Un autre domaine dans lequel on innove, c'est le son. Là aussi un domaine important pour Sony. Nous allons être les premiers à intégrer la technologie de réduction de bruit, le noise cancelling comme on l'appelle, avec du soft qui est à l'intérieur, mais surtout on va livrer un casque noise cancelling avec le Z2. Alors expliquez-nous. Alors c'est un casque sur lequel on a 2 micros de chaque côté qui va capter les bruits. Un fil, un casque filaire, tout à fait, des headsets, comme on dit en anglais, des écouteurs, voilà. Mais la particularité, c'est qu'on a 2 micros de chaque côté qui vont capter les bruits ambiants, alors que ce soit dans l'avion, dans le train, dans le métro. Ce qu'on a avec les gros casques d'habitude. Ce qu'on a avec les gros casques, cher et qui coûtent cher. Et donc on a une fréquence qui va renvoyer effectivement, pour atténuer ce bruit ambiant, pour avoir qui annule en fait le bruit ambiant. Qui annule le bruit ambiant. Et donc ce casque-là sera livré, ces écouteurs plus précisément, seront livrés avec le Z2. Ce sont des écouteurs qui valent à peu près 79 € sur le marché, donc ça sera intégré donc pour améliorer la qualité de la musique, du son. L'écran est légèrement plus grand que sur le Z1. Alors l'écran est plus grand, il fait 5,2 pouces. Maintenant vous battez en 1/10 de pouce. Oui, parce qu'après il y a aussi une limite qui est la taille de la main, même si on peut faire aussi beaucoup plus grand, mais 5,2 pouces contre 5 pouces. Et puis une nouvelle technologie phosphore LED qui améliore la qualité, une dalle IPS qui permet de voir avec différents angles de vue. Donc un gros travail qui a été fait aussi sur la qualité d'image. Et le dernier point qui est important dans le domaine du jeu, parce que c'est aussi un domaine important pour Sony, le succès de la PlayStation et la PlayStation 4. On va pouvoir télécharger des jeux à distance sur sa PlayStation directement depuis son smartphone. Donc si je rentre ce soir à la maison et j'ai envie d'avoir un jeu, je peux me connecter sur le PlayStation Network et télécharger un jeu à distance, et je pourrais même utiliser mon smartphone comme manette de jeu avec ma PlayStation. Donc vous voyez que l'intégration de tout ce savoir-faire Sony arrive de plus en plus sur les smartphones. Oui, cette convergence dont on parle depuis des années maintenant, elle commence vraiment à prendre corps et de manière réelle et concrète. On parlait hier avec Driss du Galaxy S5 et on regrettait que l'écran soit pas bord à bord. Là, celui-ci l'est quasiment, Driss. Ou David d'ailleurs. Il est bon, c'est pas encore du bord à bord. Moi, ce que je voulais dire plus beaucoup sur l'écran, il est très fin sur les bords. Il y a 2 choses. C'est vrai que quand on l'a pris en main lors de la présentation, on a été quand même bluffé par la qualité de l'écran. Faut le reconnaître. Là, mais chez Sony, depuis la gamme Xperia, ils sont toujours il y a encore excellents. Un saut qualitatif. Là, encore il y a un consensus. Faites voir David, parce que je l'ai pas vu en fait de près. L'autre chose, c'est que l'écran augmente un peu, mais les dimensions restent les mêmes. C'est quand même important qu'on n'ait pas non plus le son est bon. Le son est plutôt bon. On entend bien. Il y a 2 haut-parleurs stéréo qui sont besoin de casque. chaque côté. Il n'y a pas besoin d'écouteurs dans l'avion. Oui, alors ce qu'il y a, c'est que dans le métro, ça risque d'embêter un peu autour, mais une très très belle qualité d'image. Ouais. Vas-y, et autre chose qu'on a oublié de préciser, c'est qu'il était toujours étanche. Ouais. Donc, alors étanche à quel stade? Parce qu'il y a étanche et étanche. Effectivement, ça devient pour nous un classique, puisqu'on l'a initié avec le Xperia Z il y a maintenant 1 an, puis le Z1. C'est étanche jusqu'à 1,50 m pendant 30 minutes.
1 mètre pardon, pendant 30 minutes. Donc on a effectivement ici une durée de vie sous l'eau qui est très longue. Mais il faut boucher les petites... Alors sauf sur la partie casque, puisque le casque est à l'air libre, mais il est étanche. Après évidemment, toutes les connectiques, il faut les boucher. Bien sûr. Notamment la connectique de charge, il est important de la boucher. Qui a évolué, tiens, par rapport au Z1. Avant on avait 2 petits caches, maintenant il n'y en a plus qu'un. Ce qui permettra d'éviter les accidents, je pense, dans les C1 ouverts par erreur. Le Z1, ça a été un smartphone qui vous a permis de reprendre très clairement des parts de marché, David, hein. On avait fait un pari il y a 1 an. Il y a 1 an, quasiment jour pour jour, on expliquait à vous, journalistes, à nos clients, opérateurs, distributeurs, qu'on voulait être la marque capable de concurrencer les 2 leaders sur le haut de gamme. On a très bien réussi avec le Z, on a encore mieux réussi avec le Z1. On a doublé nos parts de marché en France, notamment chez les opérateurs. On est sur la fin d'année à 16% de parts de marché chez les opérateurs. Et sur l'ensemble du marché, comme le disait Driss tout à l'heure, on est maintenant le clair numéro 3. On est proche des 12% de parts de marché. Donc on s'est échappé de cette zone où il y avait beaucoup de suiveurs. On est le clair numéro 3 et on veut continuer évidemment en 2014 à gagner ces parts de marché à travers les smartphones, mais aussi les objets connectés dont on va certainement parler dans un instant. Jusqu'où vous pouvez aller très réaliste? En termes de part de marché, sky is the limit, comme disent les... Il n'y a pas de limite les Anglais, pas les Espagnols. Il n'y a pas de limite au succès et donc on espère bien aller le plus haut possible. Alors on va parler évidemment de la tablette dans un instant, mais vous avez suivi, j'imagine, la diversification de Nokia qui a annoncé ici ses premiers smartphones Android. D'abord, est-ce que ça vous inquiète que Nokia vienne sur ce secteur qui est le vôtre? C'est pas notre secteur. Où est-ce que ça motive ? On n'a pas un monopole d'un secteur. En l'occurrence, Android, c'est un système d'exploitation qui n'est pas nôtre, qui est ouvert. C'est celui qu'on a choisi. D'ailleurs. Maintenant, après, il faut aussi voir les choses de façon objective. On ne cale pas notre stratégie par rapport à celle de nos concurrents. Notre stratégie à nous, c'est de voir quelle est l'évolution des usages des consommateurs et en quoi Sony est capable d'apporter son savoir-faire, son expertise pour pouvoir répondre au mieux. Après qu'il y ait une concurrence qui ait sa propre stratégie et qui quelque part émule tout ça, c'est très bien. Donc moi je suis ravi de voir qu'il y a des marques comme Nokia qui reviennent aussi sur le devant de la scène, ce sont des très belles marques et qui avec leur stratégie vont rendre les choses plus difficiles et plus excitantes pour nous aussi. Alors puisque vous envisagez les opportunités, on espérait, on pensait voir arriver un smartphone Sony sous Windows Phone. Est-ce que c'est aberrant d'y penser ou pas? C'est pas aberrant d'y penser dans la logique, puisqu'on n'a jamais dit que nous étions exclusivement sous Android. On a toujours dit qu'on étudiait toutes les possibilités avec tous les systèmes d'exploitation, en tout cas qui nous le permettent. Mais est-ce que le rapprochement entre Nokia et... Enfin, non, la question je ne la poserai pas comme ça, mais est-ce que le fait que Windows Phone prenne du poids, est-ce que vous pensez que ça pourrait intéresser davantage de constructeurs? On prend la question de façon différente. Encore une fois, la vraie question qu'on se pose, c'est comment nous, en tant que marque, on peut apporter une expérience auprès de nos consommateurs qui va être à la hauteur de ce qu'on espère. Et quelle est la meilleure plateforme, le meilleur système d'exploitation pour le faire et qui nous permet de le faire. C'est dans ces conditions-là qu'on le voit. C'est pas une question de se dire est-ce que tel ou tel système d'exploitation se développe, c'est en quoi le partenariat entre les deux permet de faire quelque chose de différent. Clairement, je me souviens de Sony, je crois que c'était même avant, c'était bien avant le détachement d'Ericsson. Effectivement, vous expliquiez que vous aviez moins de souplesse avec Windows Phone qu'avec Android où vous pouvez... C'est un des éléments, effectivement. Il y a la capacité à pouvoir intégrer l'expérience Sony, et puis aussi on est parfois concurrent dans certains domaines. Comme vous le savez, on est présent dans le domaine du jeu, Microsoft aussi, et donc voilà. Donc il faut arriver à caler tout ça. Mais encore une fois, il n'y a pas de position qui dit nous sommes que sur un seul système. Ça pose un problème, d'ailleurs, que vos deux marques soient concurrentes sur le jeu? Est-ce que ça pose un problème par rapport à Windows Phone sur un smartphone? Ça pose pas de problème, c'est encore enfin, on fait pas de Windows Phone, donc ça pose pas de problème. Mais ça peut être un point de blocage. Je veux dire, ça peut, comme ça ne peut ne pas l'être non plus, parce qu'il peut y avoir aussi des choses intéressantes à faire, mais en l'occurrence, voilà, il n'y a pas de projet dans ce domaine à l'heure actuelle. Ok, alors voilà pour le Z2, en tout cas le smartphone, et un peu plus globalement la stratégie de Sony. Il y a aussi cette nouvelle tablette. Elle s'appelle Z2 aussi? Alors elle s'appelle Xperia Z2 tablette. Voilà. Au moins les choses sont simples. C'est la grande sœur. C'est la grande sœur parce qu'elle reprend tous les attributs du Z2. Surtout ce qui fait la particularité de cette tablette,
on avait déjà réussi cette prouesse technologique il y a un an, c'est que c'est la plus légère et la plus fine du marché. 6,4 mm d'épaisseur, on était à 6,9 sur la version précédente, donc on a amélioré la performance. On est à 426 grammes, on était à un petit peu moins de 500 à l'époque. J'essaie de pas la faire tomber. C'est très très léger, c'est très beau, c'est une très belle qualité, très belle finition, et on reprend le design de notre gamme Xperia. On retrouve un design similaire à celui du Z2. Ouais. Qu'est-ce qui change par rapport à la génération précédente? On évolue principalement sur le design, c'est Android bien évidemment. On a aussi intégré des nouvelles technologies, notamment cette technologie noise cancelling, de réduction de bruit, qu'on va retrouver également sur cette tablette pour pouvoir écouter de la musique, regarder des films avec des parfaites conditions de son. Et l'écran évolue également Et l'écran avec la technologie du Z2. Alors l'écran évolue pas en termes de taille, mais effectivement, on a la même technologie du Z2 qui apparaît ici. On retrouve les mêmes attributs, donc c'est le même écran. C'est quelle diagonale d'écran d'ailleurs, David? C'est 10 pouces, 10,1 pouces sur cette tablette. D'accord. Ok, et dispo prix, alors on n'a pas parlé la dispo, ça fait envie, le prix, parfois ça fait plus mal. Ça fait rêver. Oui. Ça fait rêver. Ça fait rêver. Sur la tablette, les choses ne sont pas encore complètement finalisées, mais sur le smartphone, le Z2, il sera disponible au mois d'avril, courant avril. Alors je vais parler de prix hors abonnement, comme on fait habituellement, parce qu'avec abonnement, ça va dépendre des opérateurs, mais on sera à 699 € hors abonnement. Et sur la tablette, on aura 3 versions, 2 versions Wi-Fi, 16 Go, 32 Go, et une version 4G en 16 Go. Un mot encore sur la tablette, elle est également étanche. Donc si tu prends un bain et que tu as envie de lire tes sites web favoris ou de regarder une série, t'as pas peur de la faire tomber dans la à la plage aussi. Et regarder Watch TV dans la piscine devient possible. Par exemple, exactement. Voilà. Écoutez, merci beaucoup David. Je sais que vous avez... Juste une chose. Il faut quand même que je parle d'une dernière chose qui est pas ici, mais qui est à mon poignet. Elle est cachée. Oui, qui est à mon poignet. Alors, on parle beaucoup d'objets connectés. Juste avant de parler de ce produit-là, l'objet connecté, on ne sait pas trop ce que c'est en l'occurrence, parce qu'il y a plein d'objets connectés. Chez nous, c'est très clair, ce sont les objets qu'on va connecter à un smartphone. Et à travers une technologie qui nous paraît la plus simple, c'est le NFC, technologie sans contact, parce qu'il suffit d'effleurer son smartphone sur l'autre produit pour que l'appairage se fasse. Donc on a aujourd'hui dans la Galaxy Sony, si je puis me permettre ce terme, plus de... J'aime bien cette idée. Plus de 150 produits. Il faut savoir être joueur un petit peu. Plus de 150 produits qui intègrent la technologie NFC. Ce sont des casques, ce sont des enceintes, des systèmes home cinéma, des smartwatches, mais également des téléviseurs qui intègrent la technologie NFC dans la télécommande. Et donc on va pousser encore plus loin cette notion d'objet connecté avec ce qu'on appelle chez nous des smartwear. Alors smartwear, ce sont des objets intelligents qu'on va porter sur soi, et le premier exemplaire, c'est ce Smart Band qui intègre un module qui est dans ce bracelet. Donnez-le à Driss, parce que Driss il va pouvoir nous le montrer en gros plan. Donc on a un module qui est intégré dans le bracelet qui va être qu'on va connecter en NFC. On va appairer en passant le smartphone devant le module. Ça va permettre de télécharger la première fois l'application qui s'appelle LifeLog, qui est disponible sur Android, puisque c'est un bracelet qui va être compatible avec tous les smartphones Android du marché. Et une fois qu'on a téléchargé cette application, on va avoir le bracelet connecté le plus complet du marché. Alors pourquoi? Parce qu'évidemment, il va faire tout le suivi, on va dire, de l'activité physique, combien de pages j'ai marché, couru, dormi. C'est très tendance, mais on va rajouter, nous, d'autres composantes, notamment entertainment. On va pouvoir suivre... Égale divertissement en français. À savoir, sur cette application, je vais voir les photos, à quel moment j'ai pris des photos, j'ai écouté de la musique, l'activité que j'ai eue sur mes réseaux sociaux, et donc je vais retrouver ça comme un journal de bord à la fin de la journée. Et puis je vais même avoir la possibilité de bookmarker, alors en français marquer, des moments agréables de ma vie. Là par exemple, je passe un agréable moment en votre compagnie, et donc en appuyant 2 fois ici, ça va faire un marqueur dans mon journal de bord, géolocalisé, et puis si je veux même prolonger, je prends une photo pour marquer l'instant et avoir la photo, et à la fin du mois, de l'année, je vais pouvoir retrouver ces instants sympathiques de ma vie, pourquoi pas compléter avec donc où j'étais, et compléter avec des photos ou de la musique
musique si j'écoutais de la musique à ce moment-là. Donc on va pouvoir revivre tous ces moments agréables grâce à ce Smart Band. Donc un marché important sur lequel on a déjà une longueur d'avance à travers les autres objets connectés, la smartwatch notamment, deuxième version, et on va continuer avec cette Smart Band. Alors il y a une très grosse bataille autour notamment des bracelets, hein, évidemment. Il y a eu les précurseurs, Driss, Fitbit, Jawbone, etc. Toutes les grandes marques de high-tech y viennent. On a vu LG au CES, Samsung évidemment avec le Gear Fit avant-hier. Le sport, ça fait déjà quelques années. Moi, je me souviens aussi de Motorola. Je ne sais pas si tu te souviens, qui avait aussi une montre. À l'origine, c'était des montres. C'était des montres avec tout un tas de capteurs, mais des montres qui n'étaient pas connectées au smartphone. Donc maintenant, tu interagis avec ton bracelet et une application qui est sur le smartphone afin de faire un suivi de ton activité. Il n'y a plus besoin de brancher la montre sur l'ordinateur et d'avoir un logiciel dédié et de passer par l'ordinateur. Bénédicte, alors vous êtes arrivé sur le Smart Home au CES, hein, où on a suivi vos tout à annonces. Est-ce que vous n'êtes pas encore sur les objets qu'on porte comme ça? Si, on a également un activity tracker. Donc que je l'ai pas sur moi, mais on en a un, on commercialise effectivement, et puis on a surtout nous concentré sur la maison connectée. Voilà, exactement, absolument. Juste, David, petite question quand même sur ce bracelet. Je crois qu'il n'est pas très cher. Il sera commercialisé à 99 €. Voilà, ça en fait, c'est parmi les moins chers, mais il n'y a pas d'écran. Est-ce que vous ne regrettez pas qu'il n'y ait pas d'écran? Il y a un écran qu'on a toujours avec soi, qui s'appelle le smartphone. Ouais, c'est vrai. Et puis sur un écran, on a une smartwatch. Donc on est capable de proposer ce genre de choses. Là, l'intérêt, c'est d'avoir pour 99 € quelque chose de très complet, qu'on ne retrouve pas par ailleurs. Et ceux qui veulent l'écran, il y a la smartwatch qui est disponible pour ça, et l'écran du smartphone. Voilà, on a fait le tour. Hein. On a fait le tour. Eh ben, formidable. Merci beaucoup. Merci, je vous libère parce que je sais que vous avez des rendez-vous dès maintenant, hein, 14h30 et des poussières ici à Barcelone. Vous êtes sur Watch TV en direct dans la quotidienne du MWC comme on le surnomme. Nous sommes sur le stand Nokia qui nous accueille. David, je vous libère. Merci beaucoup, à bientôt. Allez-y allez-y en live. Bénédicte, vous restez avec nous parce qu'on va s'intéresser à vous. Je crois que Jean... Alston, Jean de Pinterest est arrivé. Come Jean, come and sit next to Benedict. We'll do, on va faire en partie en français, en partie en anglais avec Jean qui ne parle pas français. Do you speak French, Jean? I don't. Okay, no problem. We'll do it in English. Don't worry. Please sit down. Welcome on Watch TV. Jean Alston, directeur du développement de Pinterest, le réseau social. Maybe you'll improve your French in the next 5 minutes. I hope to. Then My we'll wife talk. speaks better French than Oh, I do. really? Yes. So she will translate when you come back. I hope so. We'll talk with you in a few minutes, Jean. Bénédicte, donc, alors que Laurent Kong, alors vous allez devoir partager un micro avec Bénédicte, mais vous allez vous arranger après. Laurent Kong de Watch TV vient de nous rejoindre et de prendre la place de Driss. Bénédicte, alors on a dit un mot de votre activité autour des produits connectés. Tout à fait, oui. On ne va pas revenir sur les annonces du CES parce qu'on les avait couvertes déjà largement. largement. On a eu une bonne couverture, tout à fait. Le Smart Home, on l'avait vu avec vous. Qu'est-ce que vous avez annoncé depuis l'ouverture du Mobile World Congress ici à Barcelone? Alors, on a annoncé pas mal de choses. Là, je suis venue avec les annonces essentielles. Donc, on a de la 4G, des téléphones 4G à moins de 200 € pour un 4 pouces 5. Donc, effectivement, nous, on arrive avec des prix, je dirais, assez attractifs et pour tout autant des spécifications et des produits qui tiennent vraiment bien la route. Alors, présentez-nous on va commencer les deux par premiers. Donc, ça, c'est un téléphone donc 5 pouces, 4G, donc avec un processeur Qualcomm Snapdragon. Donc, vraiment, on a une 4G catégorie 4, donc le top de la 4G. On a un écran HD, on a 8 Go de flash à l'intérieur, une caméra de 8 mégapixels et le 5 pouces sera lui à 229 € quand le 4 pouces 5 avec des specs similaires sera à 179 €. D'accord, il n'y aura que l'écran, seul l'écran. Oui, alors la résolution de l'écran va être un peu différente et la caméra arrière va être de 5 mégapixels au lieu de 8, mais globalement, la 4G, par contre, le processeur reste le même et donc en termes de vitesse de connexion, vous aurez exactement la même chose. Vous savez ce qu'on va faire? Jean, can you give your mic to Benedict we switch and Benedict to Laurent? Yes, thanks. Merci beaucoup. Je fais un petit switch de micro comme ça en live pour que Laurent puisse aussi intervenir parce que je crois que tu connais un peu le sujet, hein, des smartphones un petit peu, quoi. Ne fais pas l'innocent.
Bénédicte, donc vous êtes sur ce créneau clairement à moins de 200 €. Tout à fait, oui. On sait qu'il y a une très grosse opportunité. Oui. Hein, comment est-ce que vous voulez évaluer cette opportunité en termes de Je pense que le marché, business, voilà, parce qu'en fait le marché a énormément changé, parce que je dirais surtout en France, où on est précurseur en France. Merci Free. Voilà, merci Free, exactement. Et donc le marché sans abonnement est énormément est devenu super important. Donc les gens achètent des téléphones sans abonnement, et également ils achètent plus leur téléphone sur des opérateurs, mais ils achètent dans la grande distribution, dans ce qu'on appelle le retail, où là nous on avait une forte présence, on a quand même une marque reconnue, la présence dans Android. Donc pour nous, on pense, et dans les tablettes, on a réussi dans les tablettes à moins de 200 €, puisqu'on est 3e des ventes en Europe sur les tablettes. Ouais. Donc en fait, on a laissé, je dirais, partir Apple et Samsung dans leur précaré, les autres se battre avec eux. Et nous, je pense qu'on a bien fait, parce qu'on offre des produits avec des spécifications je dirais similaires quand même aux grands, mais à des prix défiant quand même toute concurrence par rapport aux grands. Vous avez clairement choisi un positionnement différent. Tout à fait, parce que je pense que voilà, nous on est petits par rapport à des gros, hein, même Sony qui était à côté de nous. Donc en fait, on a fait différent, et puis finalement, écoutez, dans les tablettes, on a plutôt bien réussi, et je pense que dans les smartphones, on est nouvel entrant, hein, puisque ça fait 6 mois qu'on est sur le marché, mais on est plutôt content des résultats. Les deux smartphones qui sont devant vous, en fait, alors là, j'ai un octocore, parce que j'ai. Ah d'accord, voilà. c'est pas le 4 et 5 pouces. Non, ça c'est un 5 pouces, ça c'est un 5 pouces également, ultra fin, narrowband, vraiment tout, on voit les limites. Vous pouvez l'allumer ou je sais pas, je crois qu'il est éteint, donc ça va prendre peut-être un petit peu de temps. C'est pas grave, je vais essayer de vous l'allumer. Le temps vous m'expliquez ce que c'est. Je ne vous garantis rien. Donc c'est un octocore de Mediatek. Donc vous avez un écran HD. En fait, il veut pas s'allumer, je suis désolée. C'est pas grave. Donc on a un écran. C'est pas grave. Tu avais passé le à Emmanuel. Voilà, je vais essayer de l'allumer. Emmanuel Bureau du Colombier qui va nous faire la petite recharge express. Donc si elle y arrive. Donc on a un écran HD 5 pouces, on a un processeur octa-core avec un GPU Mali 450, donc ça va assurer une fluidité en termes d'usage et de jeu, notamment vraiment bien pour l'utilisateur, et une caméra 8 mégapixels à l'arrière, et tout ça pour 199 €. Voilà, donc de nouveau, toujours vraiment psychologiquement, enfin on se rend compte déjà. Voilà, la 4G, on est à 229 €, mais pour le coup. Là, vraiment, le plus produit est super important et par rapport au marché. Mais c'est vrai que dans le reste, dans les smartphones 3G, je pense que le prix psychologique de 200 € est assez important à respecter. Alors, tout à l'heure, le 4 pouces, vous avez dit qu'il était 4G. Hein. Le 4 pouces 5, il est à 179 € prix public. Mais le premier 4 pouces que vous m'avez montré, il est 4G ? Non, le premier 4 pouces que je vous ai montré, que j'avais tout à l'heure, il est 3G et il sera à 99 € et avec un écran IPS 4 pouces. D'accord. Et avec des speakers sur l'avant, donc un beau petit produit. Et donc votre premier prix en 4G, aujourd'hui, c'est quoi ? 179 €. Voilà. Il y a assez peu de marques, je crois, je crois qu'on est tout seul encore pour le moment. Je crois qu'Acer au CES. Nous, après, il y a des dual-core, mais nous, on est en quad-core. Hein, donc, à spec égal, je pense qu'on est vraiment encore tout seul. D'accord. Et parce qu'en fait, on a travaillé en gros partenariat avec Qualcomm pour assurer leur nouveau processeur, parce que c'est un nouveau processeur, c'est le Snapdragon S400. Et on va être parmi les premiers au monde à pouvoir commercialiser ce processeur. Voilà, donc 179 €, on va dire que c'est vraiment le premier prix pour avoir un smartphone 4G aujourd'hui. Et avec de la catégorie 4, j'insiste, donc les mêmes performances en termes de 4G qu'un téléphone haut de gamme. Que donc, le Galaxy S5. 5, voilà, et vous aurez la vitesse de la fibre dans Paris, exactement pareil qu'avec votre Galaxy. La 4G, c'est un argument marketing essentiel pour vous aujourd'hui ? Marketing et d'usage aussi pour l'utilisateur, parce que le marketing, mais il faut aussi penser à l'utilisateur. Et c'est vrai que maintenant, la 4G qui se développe, pour faire les tests, parce que moi j'en utilise un tous les jours, c'est juste incroyable. Donc c'est vrai que c'est très rapide, c'est génial pour le multimédia, c'est pour télécharger des documents. Donc je pense que c'est un vrai nouvel usage et qui reste, tout compte fait, assez abordable, parce que les opérateurs jouent le jeu au niveau du prix des abonnements. Et donc le consommateur va s'y retrouver, je pense. Laurent, tu es passé à la 4G, je crois qu'on s'était posé la question à Paris dans une des émissions avec Greg Nguyen. Je suis passé à la 4G sur 2 opérateurs différents, justement pour pouvoir comparer un peu les technologies et les performances. Et ça marche bien quand on en a. Voilà. Le problème aujourd'hui reste encore pour moi la couverture. Bien sûr. Les deux opérateurs chez qui tu es, Laurent, c'est qui ? Orange et Free. Oui, je suis d'accord, mais je pense que maintenant, les grandes villes, pour me déplacer un peu quand même en France, les grandes villes maintenant ont une couverture 4G. Donc c'est sûr, c'est un peu comme la 3G au début, où on ne l'avait pas forcément dans tous les territoires, maintenant elle est partout. La 4G, effectivement, c'est Paris, toutes les grandes villes de France.
Mais effectivement, il faut encore que le réseau se développe. Tout à fait, oui. Alors Bénédicte, il y a les smartphones et puis il y a aussi votre activité sur le marché des tablettes ou des formats intermédiaires parce que voilà, alors là j'ai pas amené de tablette parce qu'on en a beaucoup, mais là j'ai amené une phablette. Voilà. Donc c'est un téléphone 6 pouces 4. 6 pouces 4, c'est énorme. C'est grand, avec donc un écran HD, donc une super pareille qualité et résolution d'image, avec une caméra à l'arrière de 8 mégapixels. Donnez-le à Laurent, si Laurent le tient de face, on va pouvoir le un processeur... Voilà. Un processeur quad-core, donc 1 giga de RAM, et pareil, 199 €. Donc en fait, vous avez une vraie phablette, puisque effectivement c'est le terme un peu à la mode entre téléphone et tablette. Et vous pouvez voir une belle fluidité d'utilisation, voilà. Et donc là, les images, pour regarder un film, j'ai même une vidéo dessus, et pour la qualité d'un film, c'est vraiment génial pour le coup. Bénédicte, votre sentiment là sur cette semaine à Barcelone, on est au milieu du 3e jour, donc ça se termine dans 24 heures. Qu'est-ce que vous retiendrez de ce Mobile World Congress? Je dirais beaucoup d'annonces, effectivement. C'est très, nous, pour Arcos, c'est notre première, puisque effectivement, comme on se lance dans les smartphones, on n'était pas là les années précédentes. Donc effectivement, de belles annonces, beaucoup de gens présents, que ce soit en termes de presse, de clients pour nous. Donc vraiment, c'est un beau salon pour nous. Voilà, et la vidéo tourne grâce au doigt de fait de Laurent qui a réussi à trouver votre fichier. Merci beaucoup d'être venu dans la quotidienne de Watch TV en direct de Barcelone. On vous laisse repartir avec vos protégés. Voilà. Merci beaucoup. On vous dit à bientôt. Il y aura sans doute d'autres occasions très rapidement de se revoir. Donc merci de votre visite et bon retour à Paris. À bientôt. Voilà, je vous laisse vous organisez pour le jeu de chaises musicales. Laurent, tu vas pouvoir... reste là où t'es, remarque, c'est peut-être... qu'est-ce qu'on fait non, viens à côté de Jean, Laurent, ce sera mieux pour les cadrages. Merci beaucoup à l'équipe d'Arcos d'être venu dans cette émission. Jean, here is Laurent Kong is one of the journalists from Watch TV. Great. Jean Alston de Pinterest. Merci beaucoup, mesdames d'Arcos. Bon retour. Jean, welcome. Thank you. Can you hold the microphone next to your mouth? Yeah, great. It's better. Pinterest is a world famous photo sharing platform. What's the reason of your presence here, and what did you have in your suitcase? Yes, I have tablets. Actually, so Pinterest is really about saving, organizing, and discovering, allowing the best service for save, organize, and discover, and we do that really well on the web. But increasingly, our audience is mobile, and when we started thinking about, well, where do we need to be when we want to talk to partners about mobile, and that meant that we got to be here. So we decided to participate in Mobile World Congress. Is it your first time here? Yes, this is the company's first presence, first year in Mobile World Congress. So tell me about your first impression when you arrived here. You're used to big shows in the US, I'm sure. Yes. What is your feeling here? Yeah, it's global scale. Just walking in and seeing all the companies internationally, all the presence of all the handset manufacturers and the carriers, you get a sense of how big this industry is. Not in a way that you could see in the United States. What was your schedule here? What kind of appointments did you have? What people did you meet? So we work a lot with Telefonica and Mozilla. So part of it was interacting with our current partners and then exploring new partnerships with other handset manufacturers and carriers. So it was a pretty full diary. Can you remind us about Pinterest, how it started and what how big it is now? Sure. Well, it started as a service that Ben and Evan, our founders, started in California and in Palo Alto, and they decided when was it? Oh, this was 2010. Okay, only 4 years ago. Yeah, it wasn't that long ago. Exactly. And they started to basically make a service that allowed people to collect things that they love and do that visually. And so it started, as a small service. They expanded by talking to other folks that communities in the United States that wanted to build collections, and they started using the service, and it just grew from there. So currently it's, we don't give any public numbers, but our audience is pretty large, so ComScore, I think, has us at
55 million unique visitors in the United States. Yeah. Mark Zuckerberg was here two days ago. Yeah. It was like the mega star of the show. When you heard that WhatsApp was bought for $19 billion, what was your reaction? I mean, is the figure logical? What do you think about it? Yeah. Well, I can't speak for whether it was logical. No, it's a personal point of view. Yeah. I mean, I think it's amazing to see how fast now companies can be built and build to massive scale. I mean, no time that I've ever seen. I've been in the industry for a while, where you can build a company in a matter of years. You have hundreds of millions of users. That's just fascinating. So it's an exciting outcome for that team. I think Mark, you'd ask him, he said that he got a deal. I think. Well, yeah, he said that for him, WhatsApp was worth more than 19 billion. Yeah. So it was he seemed to say that it was a good deal for him. Yeah. So I don't know what to make of WhatsApp. I know that when people look at Instagram, in retrospect, and they feel like that was $1 billion. A great deal. So yeah, for $1 billion. So yeah, I mean, it's hard to say whether it's worth it or not. I mean, it's an amazing job they did in building a service that's used by that many people. And you don't give specific figures, but what is the growth rate of Pinterest? So we've been growing our audience in the United States in a pretty strong fashion, but what's even better is our growth rates in international markets have, last year we exceeded 125% year-over-year growth. So you're more than double every year? Yeah, so, and our expectation is to build out more countries and communities internationally in 2014, so it's going to be a big area for growth for us. Where would you like to be present, and where are you not present yet? Everywhere. We're there's some languages that we need to internationalize, or we need to localize our site, and then some additional languages. Yeah. So we're up to about 22 languages now. Yeah. We'll probably be around 38 by the end of the year. So that includes. But you already have all the big ones, right? We have most of the big ones. Chinese? Exactly. Chinese, not yet. Ah, that's a big one. Yes, but we're working on a lot of them. Okay. You said that you were working with Firefox. Yes. Can you tell us about that? Sure. We recently released an app on Firefox, and following our mobile web refresh, Firefox is really all about mobile web, and we were really happy to be able to package an app and submit it to their marketplace, and so now Firefox users can use Pinterest. Do you speak English, Laurent? Just a little bit. You can answer one question or not? I think so. Gonna try. Do you use Pinterest? Yes. You use Pinterest? Yeah. I've been on the network from 2 years ago, I think. Okay. Something like that. Because I'm curious, so I just try to use it sometimes. But I have to say that I don't use it very often. I'm just following many things I like, but not use it every day. Okay. What's the difference between Pinterest and the other photo sharing platforms, like maybe Flickr or Path? Would Path be a competitor to Pinterest? Yeah, I think all those services offer something different to users. Yeah. Our service, we actually feel, is unique from those. Because even though it's visual, like a lot of the photo sharing apps, it's really about collecting the things you love in a visual manner. So you can pin videos, you can pin a lot of different things in Pinterest, recipes, and so it's not necessarily a picture sharing service, but and hopefully we'll be able to have more categories that appeal to. Yeah, I just have one question. How did you define yourself? I mean, the company. Is it a social network, or is it only a platform?
Yeah. So I would say that we're more of a platform than a social network, because it's really, when you talk to our Pinterest users, it's really about saving things they love. So it's a little bit more of an individualized experience, and it's great that you can find other people that have your same interests. They may or may not be people in your social network. So that's the interesting thing that is a little different about Pinterest and how people use us. Jean, let's just make a little break to welcome our next guest. Chris, come with us. Yeah, right now. Voilà, nous sommes rejoints par notre dernier invité du jour, Chris Attard de chez Ford. Welcome, Chris. Laurent will lend his mic for a second. Very good. So you're an engineer? Correct. I'm a research engineer with the Ford Motor Company. Yeah. Hold the microphone next to you. Yeah, exactly. Closer. Great. Can you hear me? Yeah. So we'll talk in a moment about Ford and what you're showing here. Great. On va vous montrer ce que Ford expose ici au Mobile World Congress. Is it your first time here? Yeah, first time in Barcelona. First time at Mobile World Congress. Oh. Ford's been here the last 3 years. Vous avez préféré le salon ou les soirées? Did you prefer the show or the evenings? The evenings have been very fun. Yes, the show is bigger than anything I can ever imagine. It's humongous. It's just so much. It's tough to take it all in. Really? Yeah. Si vous comparez un salon automobile, c'est plus grand, vous trouvez? If you compare to a car show? Compared to the Detroit Auto Show is very big. The North American International Auto Show is very big. I think this is bigger. I don't know the numbers of square feet, but this is very large. Yes. Wow. Ok. Laurent, toi, c'est ta première fois ici à Barcelone ou pas? Non, c'est pas ma première fois. Non. Ouais. Non, mais c'est toujours aussi grand. Délirant, impressionnant. Oui, c'est toujours quelque chose qui est hallucinant en termes de temps, de déplacement, de stand aussi. C'est quand même ça donne vraiment dans la démesure. Ouais. One last question for you, Jean. It relates to Ford and to cars. It doesn't have anything to do with Pinterest, but are you amazed by the amount of computing in cars now? Oh yeah, it blows me away. It's I have a car that has a navigational system in it, and I love it. And anytime something goes wrong with the car, it all comes up on the computer screen, and it's amazing. I don't know how to fix any of these things, so I'm a little concerned about that. But oui, avant, quand on avait une panne de voiture, on allait au garage. Maintenant, on va chez l'informaticien. Before, when you had a car breakdown, you went to the garage. Now you go to the computer shop. Exactly, right. Someone pulls out another computer to fix it. So. Okay, well, I thank you very much for being here. Thank you. You probably have a lot of appointments, so you're free to go. And I want to thank you again for taking part in this live show on Watch TV. Thank you so much. Thank you very much. Please, you know the way. Have a great day in Barcelona and a safe trip back to the United States. Chris, please move on the next chair. Yeah. On va faire un dernier jeu de chaise musicale sur le plateau de Watch TV ici sur le stand Nokia. Le temps pour Laurent Kong et son superbe t-shirt du jour de s'installer avec Chris Attard, donc ingénieur de chez Ford. On va maintenant discuter de la présence de Ford. Alors on avait beaucoup vu les constructeurs automobiles au CES à Las Vegas il y a un mois et demi, mais ils sont à nouveau ici. Pourtant on parle bien du salon de la mobilité. Alors c'est vrai qu'une voiture ça se déplace. Donc en jouant sur les mots, on peut dire qu'ils ont leur place. Oui. Laurent, mais oui, complètement. Oui. C'est quand même aussi, les constructeurs étaient arrivés en masse au CES, et ici on retrouve des marques comme Ford. Ça devient un salon vraiment global qui les intéresse aussi. Il faut dire qu'on utilise nos téléphones partout, tout le temps. Et bien évidemment encore en voiture, et je pense qu'il y a des applications, c'est un peu pour ça qu'ils sont là aussi, il y a des applicatifs, plus exactement, en voiture également. Et c'est tout l'intérêt de leur présence, clairement. Alors, Chris, when we speak about Ford, we've heard about Sync for many years now, but I heard that you had much more to show here.
And I think we have a few footage videos. Great. Laurent, just an introduction with Laurent. Yeah, in French, if you don't mind. En français, on va essayer de jongler. Laurent, c'est quoi on va dire la grosse annonce technologique de Ford ici? Alors, il y a plusieurs choses. Il y a l'évolution de leur système de synchronisation d'applications, donc de connectivité dans la voiture, qui permet, donc 5.2, qui permet de connecter son téléphone dans la voiture pour bénéficier des appels, des applications, de la navigation, des SMS lus, etc. You understand French, Chris? No. Oh, okay. No French. Because I see you doing yes. I heard synchronization and I heard, I think, do. So that's sync 2. Okay. That's sync 2. Yeah. SMS, maybe. Et effectivement... voilà, donc tout un tas de ces applications qui permettent d'écouter de la musique, naviguer dans son téléphone, de partager la connexion internet en Wi-Fi dans la voiture, sur la gamme Focus, la gamme Fiesta et la gamme Mondeo, si je ne m'abuse. Et donc de rendre la voiture vraiment interconnectée pour tous ses passagers, pas seulement pour le conducteur, donc ce qui est quand même une bonne avance. Ouais, c'est bien. Un point de partage Wi-Fi dans une voiture, c'est quelque chose de nouveau, c'est rare. Et je pense mais ça suppose d'avoir du réseau partout, ce qui n'est pas le cas quand même. Majoritairement quand même, aujourd'hui. En tout cas, en France, sur les grandes autoroutes, les autoroutes sont bien couvertes en réseau 3G. Et quand bien même, ça permet d'accéder, pour les enfants par exemple, assis à l'arrière, d'accéder aux médias contenus dans une tablette, de diffuser de l'info. Ça, je suis d'accord. Voilà, ça c'est le bon côté de la chose. Après, effectivement, pour le côté connecté, full connected, c'est autre chose. Pour avoir essayé de travailler il n'y a pas longtemps dans une voiture sur une autoroute entre Paris et Lyon, je peux te dire que pour récupérer ou envoyer un fichier, faut s'accrocher. Voilà, la mobilité, c'est encore pas mal de choses à développer. Voilà, donc ça c'est la partie, on va dire, la plus conviviale dans la voiture, mais c'est pas forcément la partie la plus spectaculaire. Non. Alors là, le deuxième. First we talked about the non-spectacular things. Okay. Now we come to spectacular things. Yes, great. To your things, actually. Okay. I think so. Yeah. Chris, hold the microphone here. Oh, great. Yes, closer to my face. Donc je vais y aller en français. I'm going to go in French first. Great. Donc Ford a présenté une voiture de développement intelligente qui permet, qui est dotée d'un grand nombre de technologies qui permet de détecter son environnement à des fins de sécurité essentiellement. Donc tu veux dire quand elle roule? Donc la voiture, quand elle roule, en fait, elle scanne en permanence son environnement. Il y a un scanner 3D un peu à la façon de ce que fait un Kinect, mais en beaucoup plus évolué, ça faut bien le préciser, qui scanne en permanence l'environnement sur un rayon d'une trentaine de mètres. So I say that your car, because is it your car? It's your car. Your car. Your baby is scanning the environment around from 30 meters around. Further. Further? Yeah. Oh. It can see up to between 60 and 100 meters. Okay. Great. Donc la voiture peut, en fait, je dis une bêtise, peut aller scanner son environnement de 60 à plus de 100 mètres. Alors peut-être qu'on va demander à Chris comment ça fonctionne. Yeah. So can you explain us how does it works? Sure. Okay, so we've brought to the show our automated research vehicle. So it's a vehicle we brought that we're researching some of the enabling technologies behind automated driving and self-driving cars. Okay. Je crois qu'on a des images d'ailleurs. Oui, il y a des images normalement. Je vais traduire un petit peu au passage. Ouais. Donc ils ont amené une voiture de développement qui est une voiture automatique, voilà, qui scanne son environnement. So go ahead. Okay. So one of the things that's very different about the car is the LiDAR sensors on the top. So these are laser sensors. They send out a pulse of light, and then they get some response back, and they measure how long that took, and they get distance to the nearest object. Ok, donc en fait, il y a des émetteurs laser, des scanners laser qui émettent des rayons laser et qui mesurent le temps de retour de la lumière pour mesurer en fait tout son environnement et analyser l'environnement derrière. And that's constant every. Correct. So one of the amazing things is that it doesn't just do it one time; it does it 2.8 million times every second. 2,8 millions de fois par seconde. Ouais. Yes. Okay, in case an asteroid comes on your car. Yeah. Well, so it gets 360 degrees around the car, like you already said.
and it updates it every 10th of a second. So you're creating the environment around the car. Every 10th of a second, it's detecting new things that have happened. Donc la voiture détecte toutes les quarts de millième de seconde, si j'ai bien suivi, tout ce qui se passe dans son environnement. Mais a normal car, there is someone driving. Correct. And in case of danger, you use the brake or you turn the wheel. Correct. What's the difference with this car? So this car, at Ford Stances, we always assume a driver in the car and a driver, attentive driver too, not just someone just sitting there or sleeping. We're always saying someone in the car and someone attentive as well. But yeah, this car can control the entire vehicle without the driver's interaction. Donc la voiture en fait chez Ford n'est pas, la voiture automatique n'est pas considérée comme une voiture sans pilote. C'est pas un truc robotique complètement, mais c'est pas un drone qui roule. C'est pas un drone roulant avec des personnes à bord, clairement. Mais c'est une voiture intelligente qui va apporter une grande aide à la sécurité à son conducteur. So if something happens, s'il se passe quelque chose. Comment est-ce que la voiture réagit toute seule? Does the car take over? So right now it can drive like point A to point B without any interaction from the driver. You know, you just basically put in the destination that you'd want, and it would drive itself there without you having to touch the steering wheel, touch the throttle or brakes. You can hit your McDonald's on the highway. Donc là, la voiture est capable aujourd'hui de rallier le point A au point B sans aucune interaction du conducteur, sans qu'on ait besoin de toucher ni le volant ni l'accélérateur. Incroyable. But you have. So if there was a car or something in the road, it has to react just like a human driver would. So it does brake? Yep, it'll brake, it'll slow down. If you're getting behind a vehicle, you know, it'll slow down to match the speed. If a pedestrian crosses the road, it'll try and brake to, you know, stop for the pedestrian. Donc la voiture va freiner ou ralentir selon la situation, voire s'arrêter s'il y a du trafic devant ou si un piéton traverse. Is it research, pure technological research, or is it supposed to be available soon? It's purely research. We have no plans for production or commercialization at this point. So all we're talking about is just research. Okay. Because too many lasers? Well, yeah. La voiture aujourd'hui, effectivement, n'est pas commercialisable en tant que telle. Il y a 4 émetteurs laser. There's 4 lasers en au top. Donc il y a 4 émetteurs laser qui sont rotatifs d'ailleurs sur le toit. Donc clairement, puis je pense que Chris va nous le dire, mais je pense la voiture doit embarquer un calculateur. Pardon, I just say that with the 4 laser, you must have a great computer in the car. Must taking some spaces for calculating, isn't it? Yeah, in the trunk we have 5 computers, but they're just regular desktop computers that you or I could go buy. And really, we have a lot more computing power than we need at this point. It's a research vehicle, so we wanted to give ourselves as much computing power as we thought we might need. And as it turns out, we haven't been using all of the computing power to this point. Ils ont mis 5 PC gonflés à bloc pour avoir de la marge, quoi. Voilà. Mais pensez-vous que à terme, on pourra réduire ce type de processeurs et de PC à des processeurs, par exemple, de mobile, puisque c'est ce qui nous occupe un peu aujourd'hui. Do you think that in the near future, this computing power you have in the car could be shrunk to a mobile processor, for example? You know, I do think it could get smaller. Obviously, there's much more advanced computers than what we're using right now. So what the future holds for how much computing power we would need, or you know what hardware is available, yeah, I think it will get smaller. Down to mobile phone, that I'm not certain of. Yeah, sure. But on avait tous vu la voiture qui conduit toute seule de Google. En quoi est-ce que celle de Ford est différente? We all saw the Google self-driving car. Correct. What's the difference between theirs and yours? So a lot of the tools of the trade are the same. You know, we both have LiDAR sensors on the car. We're both using cameras and radars that are in the car. So sensing the environment is all very same. The algorithms that the computers are running in the trunk, those are probably fairly different because they haven't talked about it that much and we haven't talked about it that much. So we're probably doing slightly different things there. We're a car company, so we're able to interact with the vehicle
we're able to talk to engineers internal to Ford and interact with the vehicle and have them enable certain things that we can do to the vehicle. Donc en clair, les deux voitures utilisent des technologies similaires, mais avec des unités de calcul différentes et des algorithmes complètement différents qui sont propres là aujourd'hui à Ford ou à Google. Sachant que ni l'un ni l'autre ne communiquent sur ce qui se passe à l'intérieur. C'est quand même une boîte noire qui est cachée dans le coffre, soyons clairs. Et donc Chris pense que... Mais avantage à Ford, si j'ai bien compris, parce qu'ils maîtrisent le hardware aussi. Parce qu'ils peuvent, alors non, c'est parce qu'ils peuvent vraiment intégrer les réactions et donc intégrer le hardware d'analyse à la voiture et aux interactions de la voiture, c'est-à-dire au système de sécurité. Ça me rappelle Apple d'un côté face à Windows qui ne maîtrise que le logiciel. Finalement. Exactement. It reminds me of Apple on one side and Microsoft on the other side. Controlling only the software and not the hardware parts. Yeah, the hardware is very similar. There hasn't been many people that have come out with LiDAR sensors. There's only a few companies in the world that purchase. I mean more about the car, being able to interact with the engineers. Oh, yes. And, you can make some tweaks to the car so it... Correct. More easier. Yeah. Google, they're using mostly Toyotas. I don't know if they work with Toyota or not to interact with the vehicle, but we have the capability to go, over to the next building and say, hey, my coworker, can you do some coding for me? You just go in the garage and say, okay, so make this modification. It makes it very easy for us. Well, it makes it easier for us, I imagine. Do you plan to work on the same project for planes? No. Planes? I used to work on planes. Now I work on cars. Yeah. Oh, really? My background's in aerospace engineering. Okay. It was just a joke. Okay. I guess you will be flying back to the US, so there will be a pilot in the plane. Yes. Okay. Definitely. Well, merci beaucoup. Thank you very much, Chris, for being here, and good luck for the end of the show. Will we see you next year? I don't know. I hope so. I hope maybe we'll be doing some driving demos around Barcelona. I don't know. Who knows? Laurent, il y a d'autres constructeurs ici à Barcelone? Alors, pas avec une présence officielle, mais oui, très clairement. Ils sont là. Corvette, Chevrolet sont là. Volvo démontre aussi une voiture connectée. De manière un peu, je dirais, secondaire, Volkswagen est là également, sur le stand d'HTC. C'est pas une présence officielle, mais on sent qu'il y a un intérêt de plus en plus croissant des constructeurs automobiles vers ce qu'on appelle la mobilité, mais c'est de la convergence réellement pour le coup. Sûr. Merci beaucoup Laurent d'être venu, ça fait plaisir de retrouver toute la bande de Watch TV, ou quasiment ici à Barcelone. Ryan Nguyen, ton alter ego du studio mobile était là hier, mais on a malheureusement il s'est sauvé comme pas d'habitude. Plus croisé, il s'est sauvé comme d'habitude. On le connaît maintenant. Voilà. Non, parce que la dernière fois c'était moi qui étais en Allemagne. C'est vrai. Chacun son tour. Non, mais voilà, je voudrais remercier, avant qu'on se quitte, tous ceux qui ont travaillé sur cette opération Mobile World Congress à Barcelone. D'abord, je voudrais saluer Samy Toupek qui est rentré à Paris. Marie Stiolfi qui n'a pas pu venir cette année. On compte sur toi, Marie, pour l'année prochaine. Et puis, il y a tous ceux qui ont contribué d'une manière ou d'une autre à ce que ça se fasse, que ce soit Tariq El Alaoui du côté de Lausanne ou Eric Lecomte en Bretagne. Voilà, j'en oublie plein sans doute. Mais je pense à tous ceux qui ont contribué. Et puis, bien sûr, celui qui est aux manettes avec ses doigts d'argent, Philippe Leroux. Voilà, on vous dit bonne journée, bonne soirée. Restez bien sur Watch TV pour la suite des programmes qui reprennent dans quelques secondes. Et nous, on se retrouvera ici l'année prochaine, c'est sûr, pour le Mobile World Congress 2015. Salut à tous.